Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'enfant n'est pas seulement plus influençable que l'adulte. Il a besoin de l'influence des autres. Il a besoin de la société pour accéder à la maturité psychique. Chez l'enfant, ce ne sont pas uniquement les pensées, ni les comportements commandés par la conscience qui se forment et se transforment perpétuellement dans et par la relation avec les autres. Ce sont aussi les orientations de l'instinct et les comportements commandés par l'instinct. Certes, les schémas instinctifs qui se dégagent progressivement chez le nouveau-né ne sont pas le simple reflet de ce que les autres font ou ne font pas à son égard. Il est tout à fait lui-même. C'est sa réponse à la façon dont ses instincts et ses émotions, par nature tournées vers les autres, cherchent auprès des autres leur réponse et leur satisfaction. Norbert Elias, 2006, page 63. Cet ouvrage est divisé en deux parties. Une première partie est consacrée aux tragédies que vivent certains enfants de et dans les rues, depuis le temps de la colonie portugaise et jusqu'au Brésil des années 1970. La deuxième partie traite de l'enfance des rues dans la société brésilienne de 1980 à la fin des années 1990. Cette étude sur deux parties est l'exposé d'une violence à son paroxysme, le parcours d'une histoire de l'enfance en difficulté, de l'enfant abandonné. C'est un cheminement social dans les méandres de l'évolution des consciences, des mentalités. Nous nous astreignons à tracer les contours de notre histoire qui ont conduit à cette situation. L'enfance des rues, abandonnée ou délaissée, devenue une réalité sociale prégnante, date de la naissance du Brésil. Il semble que notre société, très tôt néolibérale, ne se soit guère intéressée aux maux des plus faibles. Les Indiens indigènes, puis les Africains exilés de force de leurs terres lointaines ont tous nourri notre économie. Ils furent exploités sans vergogne par la société blanche des colons d'abord, de leurs descendants ensuite. Cela forme le socle sur lequel une certaine façon de vie sociale s'est reproduite les siècles suivants. Savoir comment elle s'est organisée économiquement et socialement au profit du plus blanc, du plus fort et du plus riche reste notre guide de recherche. L'enfance malheureuse est une strate sociale déconsidérée qui a des racines qui remontent loin dans le temps, à la création du pays. Ce travail est sans nul doute intentionnellement tourné vers tous ces jeunes enfants et adolescents dans la rue. Nous voulons vous raconter leur histoire. La prise en charge institutionnelle de l'enfance au Brésil est un phénomène aussi ancien que l'histoire de ce pays. On le retrouve tout au long du processus historique. La terminologie désignant les enfants et les adolescents a évolué en fonction des périodes et des époques, qu'il s'agisse d'orphelins, d'enfants rejetés, abandonnés, ou en situation de carence et de risque social. Ainsi, dès le XVIIIe siècle, notre société montrait un sentiment humaniste envers l'enfant pauvre, et cherchait à lui offrir abri, protection et éducation, au moyen d'unités d'accueil de nature caritative. Pourtant, notre société semble avoir eu du mal à comprendre qu'un enfant abandonné n'était pas nécessairement un risque pour la cohésion sociale. Tous ces enfants furent bien maltraités au cours des différents régimes politiques de notre histoire nationale. Le Brésil du XXe siècle, et particulièrement celui des années 1980 et 1990, voit un grand nombre d'enfants et d'adolescents survivants dans les rues devenir les victimes d'une violence structurelle, caractéristique de notre société marquée par la domination de classe et par la répartition inégale des richesses. La misère, l'alcool, la drogue, la prostitution sont des facteurs aggravants de l'éclatement familial. L'enfant subit alors des traitements parentaux d'une telle violence qu'il n'a guère d'autre solution que de fuir sa famille désagrégée. La violence pratiquée contre les enfants et les adolescents survivants dans les rues a été dénoncée par des organismes comme Amnesty International, qui notait le caractère particulièrement violent de certaines actions de justice expéditive. Les risques consécutifs au statut d'enfant de rue pouvaient mener à la mort. Au début des années 1980, le débat autour d'une politique plus directement centrée sur les besoins et sur la citoyenneté de ces enfants fit apparaître une nouvelle forme de prise de conscience. Le Brésil venait juste de sortir d'une longue période de dictature militaire, et s'acheminait lentement vers un renouveau du processus de démocratisation. La problématique des enfants et des adolescents de rue prit alors d'autres significations, et de nouveaux horizons semblèrent s'ouvrir.
Des données statistiques sur la problématique du travail précoce des enfants pendant la décennie 1990 montraient notamment une grande exploitation des enfants et des adolescents au travail. Malgré les inspecteurs du travail et les sanctions infligées aux contrevenants, la réalité du travail des enfants était encore en cette fin de XXe siècle, de façon indiscutable, un fléau insurmontable pour beaucoup d'États du Brésil. Éducateur social d'enfants et d'adolescents en conditions de rue à João Pessoa, nous débutons notre profession dans les années 1990. La FUNDAC recrutait à ce moment-là des éducateurs sociaux et des éducateurs d'art. La FUNDAC est l'organisme fédéral chargé de réinsérer les enfants des rues dans la vie sociale, à partir de l'éducation. L'éducateur allait de par les rues à la rencontre des enfants et des adolescents en risque social. Ces années-là, des changements significatifs eurent lieu dans l'organisation de leur prise en charge. On les retrouvait au point stratégique de la ville, au marché central, à la gare routière, à la plage touristique ou dans les rues commerçantes du centre-ville. Ils survivaient en demandant l'aumône, en offrant de petits services, cirant les chaussures, lavant les voitures, mais aussi en volant les passants. Beaucoup se prostituaient. La stratégie de la FUNDAC consistait alors à lancer dans les rues ces éducateurs sociaux et éducateurs d'art afin, dans un premier temps, qu'ils puissent repérer la présence et l'activité des jeunes en perdition. Dans un second temps, l'éducateur se devait d'entrer en contact avec ces enfants, de tenter de les amadouer et de les conduire par la force s'il le fallait, dans une des unités d'internement de l'institution. Des abris institutionnels étaient érigés où l'éducateur pratiquait l'approche. La FUNDAC et sa façon de pratiquer l'invitation et l'accueil des enfants aux besoins sociaux particuliers étaient connus. Les adolescents connaissaient les pratiques éducatives de cette institution, savaient que torture et mauvais traitements pouvaient leur être infligés. Souvent les enfants des rues refusaient l'aide que les équipes éducatrices leur proposaient. Il arrivait quotidiennement que les enfants et les adolescents s'échappent, s'enfuient comme une nuée d'oiseaux, terrorisés par ce que nous représentions. Les rattraper était impossible, les contraindre à l'internement une violence. Ils refusaient de même toute relation avec les équipes de la FUNDAC. Des rumeurs couraient entre eux sur les conditions d'internement que l'institution leur réservait. L'isolement du lieu d'enfermement, éloigné des points stratégiques de la rue, redoublait leur peur, leurs appréhensions. Malgré tous les dangers auxquels ils se confrontaient quotidiennement, la rue représentait pour eux un univers de liberté, leur lieu d'existence. L'institution demeurait lieu carcéral. Les enfants en avaient peur. Les abris de l'institution représentaient pour eux la continuité des souffrances vécues chez leurs parents, à leur domicile. Ce constat d'échec conduisit la FUNDAC à repenser son système d'accueil de l'enfance et de l'adolescence en danger. Elle mit en place une stratégie d'approche réévaluée. Initiant des programmes sociaux et éducatifs sur les lieux mêmes que fréquentaient les enfants, la FUNDAC organisa une proximité quotidienne proposant une aide à l'enfant ainsi qu'à l'adolescent. À partir d'ateliers divers et d'activités récréatives, productives et éducatives, l'éducateur avait un outil plus convaincant pour aiguiser l'intérêt de l'enfant et retenir son attention. Le contact était facilité, le rapport enfant-éducateur établissait lentement une confiance. Après des jours, des semaines de programmes éducatifs, d'activités ludiques et créatives dans les ateliers des rues, l'enfant admettait de rejoindre l'une des unités d'habitation et d'éducation de la FUNDAC. La nouvelle stratégie de prise en charge institutionnelle élaborée par l'équipe de coordination des programmes éducatifs s'appuyait sur un nouveau savoir-faire au sein de l'institution. L'éducateur social et l'éducateur d'art occupaient une place importante dans le nouvel organigramme de l'équipe. Ces spécialistes de l'éducation dans les rues intervenaient directement auprès du public ciblé. L'objectif principal de ces professionnels consistait à accompagner l'enfant vers son intégration dans l'institution, usant de pratiques et d'outils éducatifs et pédagogiques. La contrainte n'était plus un instrument utilisé. Les éducateurs travaillaient en partant du contact, du dialogue, de l'enseignement. Ils créaient de la confiance, instauraient un rapport humain et offraient une réelle attention à la demande de l'enfant. L'intégration de l'enfant dans un atelier éducatif installé dans la rue était un premier pas.
L'éducateur organisait un rapport de confiance et d'échange par la pratique éducative d'une activité créative. L'enfant comprenait son intérêt au fur et à mesure du développement des programmes d'échange et de réalisations artistiques. Le travail d'accompagnement de l'éducateur invitait l'enfant à partager son histoire et à verbaliser ses sentiments. L'éducateur était chargé du développement socio-éducatif d'un enfant qui n'avait plus de repères. Un cheminement au cours duquel enfant et éducateur apprenaient à se connaître, à s'apprécier, à se faire confiance jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à habiter une unité de la Fundak. Plus de violence, d'autoritarisme et d'enlèvement par la force, la Fundak réinstaurait l'espérance par ce nouveau lien entre elle et les enfants des rues. L'intervention éducative des personnels de la Fundak suivait un protocole précis. L'observation des enfants sur leur lieu d'exercice d'activité en pleine ville, puis l'approche et enfin le premier contact formaient l'introduction du protocole. L'éducateur devait apprivoiser l'enfant ou l'adolescent, en s'intégrant à son groupe sur les lieux mêmes où l'enfant pratiquait ses activités quotidiennes. De jour comme de nuit, l'éducateur observait les faits et gestes des enfants, notait les particularismes avant d'entamer la phase de contact proprement dit avec l'enfant. Il partageait de loin son monde et petit à petit s'en rapprochait. Le contact réalisé, il intégrait pas à pas le groupe, mettait en place son atelier, préparait ses activités éducatives et invitait le groupe d'enfants à y participer. Il connaissait les endroits fréquentés par ces jeunes, apprenait leur comportement et les règles de fonctionnement du groupe. Une fois cette étape franchie, il mettait en place un espace dynamique au sein même du groupe, provoquait l'intérêt de l'enfant. L'atelier devenait un centre d'enseignement en plein cœur du quartier. Une activité créative et éducative remplaçait peu à peu la routine de la jeune délinquance. La survie dans la rue avait un visage, l'éducateur transformait le quotidien. L'espace urbain choisi par le groupe d'enfants avait son atelier, son éducateur. En remplacement des activités de délinquance, de travail informel, l'atelier proposait une éducation, un apprentissage, une perspective d'intégration. Les enfants et les adolescents continuaient à pratiquer leurs activités économiques plus ou moins morales. Trafic en tout genre, prostitution, vente de drogue et autres activités illicites, tout en fréquentant les ateliers éducatifs à leur disposition. Peu à peu, l'éducateur se liait à l'enfant et travaillait à l'extraire de son quotidien dangereux. L'enfant curieux se laissait séduire par ses propositions éducatives. Avant cela, l'éducateur aura analysé et reconnu les lieux, les usages et la domiciliation des enfants et des adolescents qu'il tente d'approcher. Il transformera peur et appréhension en outils de communication et invitera l'enfant à rejoindre son atelier. Aucune invitation n'est faite pour que le jeune intègre l'institution immédiatement, sachant que l'objectif est cependant à terme de l'éloigner de la rue. C'est là une étape de conquête qui nécessite des trésors d'imagination pour concrétiser le contact. L'enfant en souffrance psychique et physique, mal nourri, souvent sous l'emprise de produits dopants, drogué, il aspire de la colle à chaussures pour avoir la force d'affronter sa journée, cette colle est aussi un coupe-faim, a peur des autorités, refuse toute idée d'intégration institutionnelle. Travailler dans la rue avec ses enfants, regagner leur confiance, leur donner du temps, les écouter, leur offrir un minimum affectif et caritatif en utilisant l'éducation artistique, représentait un défi. Nous l'avons relevé. Pour gagner la confiance de ses enfants et adolescents, l'atelier d'éducation artistique présentait d'excellents potentiels. Des objets magiques, des techniques créatives, des activités récréatives retenaient leur attention rapidement. Tous ces enfants et ces adolescents, comme tous les enfants et les adolescents du monde, étaient sensibles à l'expression artistique. Cela devenait un instrument d'échange et de rapprochement. On mettait à leur disposition des outils et des matériels qui très vite les enchantaient. Papier à dessin, encre, tube de gouache, pinceaux et crayons de couleur, ciseaux, colle à papier, leur imaginaire se mettait en branle. Une fois installés, nos ateliers volants attiraient l'enfant. Fait d'un toit de toile, d'une grande table improvisée, l'atelier était une invitation à la composition artistique, un véhicule pour la communication et le partage. L'enfant rejoignait le groupe, s'intégrait et suivait nos recommandations et suggestions éducatives. Il gardait son caractère, sa personnalité, sa trajectoire, mais il créait, parlait, inventait, imaginait, oubliait un instant son malheur.
Ces ateliers étaient un pont entre la rue et l'institution de réintégration sociale. L'atelier, installé au centre de leur territoire, leur était réservé exclusivement, leur appartenait en quelque sorte. L'éducateur était le conducteur de leur réhabilitation à la vie sociale, par l'intermédiaire de la pratique artistique. L'atelier s'apparentait à un lieu de passage de la rue à l'unité institutionnelle, et visait un développement cognitif et d'apprentissage scolaire. Notre travail éducatif demeurait essentiel pour la réinsertion sociale de ces enfants et de ces adolescents participant de plein gré aux activités artistiques et éducatives, d'abord au sein des ateliers de rue, puis au sein des unités d'accueil de la Fundac. Ces ateliers d'éducation artistique étaient des instruments d'intégration. Alors que l'enfant faisait du collage et de la peinture, il développait son agilité imaginative, communiquait avec l'autre, échangeait, verbalisait ses souffrances. Il exprimait artistiquement ses malheurs, dessinait ses rêves, parlait de lui. Il était curieux, en constante découverte, stimulé par l'immensité des possibilités créatives qu'il découvrait. Il oubliait momentanément la dure réalité de sa vie, qu'il retrouvait en quittant l'atelier. L'atelier des rues et plus tard, l'unité d'habitation le recevait avec déférence et respect. Le travail de l'éducateur rassurait l'enfant. L'éducateur lui racontait combien il serait bien au sein d'une unité d'habitation de la Fundac, combien il gagnerait en sécurité, en tranquillité et en apprentissage, comment il pourrait ainsi quitter la rue et ses dangers. L'atelier et son éducateur étaient les prémices d'une réintégration sociale, scolaire, d'un apprentissage de la vie. L'unité d'habitation serait sa maison. Il y partagerait une chambre, aurait son lit pour dormir, des vêtements neufs et propres, des cahiers, des jouets, une bonne alimentation et toute une équipe de gens à sa disposition pour l'aider, l'aimer, le choyer, l'éduquer. L'atelier d'expression artistique était la première grande étape dans sa réhabilitation, dans son réapprentissage de la vie selon les normes sociales partagées par la communauté des citoyens dont il faisait partie. L'éducateur était son premier appui, son premier ami. Le rôle et la mission de l'éducateur étaient de convaincre l'enfant ou l'adolescent que la vie pouvait être autre que celle qu'il vivait dans la rue. Ce professionnel, au plus près de l'enfant dans la rue, le préparait à sa nouvelle vie. Cette façon d'aller à la rencontre de l'enfant dans la rue a porté ses fruits, puisque la Fundac a reçu des enfants et des adolescents en plus grand nombre. Sa mission avait enfin trouvé son sens. Dans notre pays, le droit et l'accès à la santé et à l'éducation de qualité sont réservés à quelques-uns, sont commercialisés dans un univers gouvernemental où le service public est quasi inopérant. Les inégalités entre les enfants selon leur appartenance aux différentes couches de la société restent criantes. Au bas de l'échelle sociale, on retrouve un grand nombre d'enfants dépossédés de leurs droits et de leur citoyenneté. Ce contexte explique l'existence et la permanence des exclus et des sans-toit aussi bien dans les sociétés post-industrielles que dans les sociétés peu capitalisées et sous-développées. La lente évolution des conditions de vie d'une grande partie de la population brésilienne structure cette histoire institutionnelle de l'aide, de la considération et de l'intégration sociale d'une enfance en souffrance. Avec ce livre, cette enfance en souffrance trouve à s'exprimer. Ainsi nous restitue-t-il, avec un sens aigu du réel concret, des détails qui ne s'inventent pas quand on parle de la vie quotidienne de ces enfants dont l'enfance fut volée. Première partie, de la colonie portugaise au Brésil des années 1970, les tragédies des enfants. Notre point de départ est le temps où le Brésil était une colonie du Portugal. Nous poursuivons notre cheminement dans cette première partie, jusqu'à la fin des années 1970. Il faut alors parler des politiques et de la législation brésilienne, destinées à l'enfance et à l'adolescence pauvre. Les politiques pour l'enfance en détresse ont en fait des antécédents dans l'histoire coloniale et religieuse des siècles passés. Elles sont le résultat d'un amoncellement législatif, se développant au fur et à mesure des diverses périodes de gouvernance. Chaque décennie apporte son lot d'aménagements, de réalisations, d'améliorations mais en même temps et par contraste, elle montre ses échecs et constate ses oublis. Cette première partie permet également de saisir le rôle du système concentrationnaire des institutions qui favorisait la rébellion, alimentait les situations anxiogènes de populations adolescentes,
prêtes à se révolter contre ce que la société leur imposait comme choix de vie. L'Église catholique a pris sa part dans l'assistance d'une jeunesse en détresse, selon ses propres principes. 1. L'enfance abandonnée au Brésil a de lointains antécédents. Tout au long de son histoire, le Brésil s'est posé la question de la solution du problème de l'enfance abandonnée. Cette problématique, qui deviendra un centre d'intérêt de plus en plus important, décennie après décennie, elle plonge ses racines aux confins de la naissance de la nation brésilienne elle-même. Fabio Pestana Ramos, 1999 pages 19 à 32, retourne dans le passé et y retrouve les registres des premiers débarquements portugais en terre brésilienne, faisant état des enfants orphelins du roi. Parmi ces enfants embarqués, des fillettes, âgées de 14 à 17 ans. Elles ont quitté des orphelinats de Lisbonne et de Porto. Elles étaient envoyées à la colonie pour y être mariées à un colon, tant le manque de femmes blanches dans les possessions portugaises posait problème. Aux garçons entre 9 et 16 ans étaient réservées toutes les tâches d'un marin. Une fois à bord, l'enfant travaillait à la manœuvre. Tous ces enfants étaient originaires des quartiers pauvres des grandes villes. Fabio Pestana Ramos raconte le triste destin de ces petits et petites émigrants européens partant pour le Brésil. Ces voyages étaient favorisés par la couronne portugaise, alors que cette destination vers le Nouveau Monde n'était pas un choix individuel, spontané et libre. Les souffrances dues aux pénibles conditions de traversée, à la promiscuité des populations entassées dans les cales insalubres, et les caravelles bondées, augmentaient tandis que le voyage durait des mois. Tous les risques de la mer existaient, notamment les naufrages. Les embarcations lusitaniennes se mêlaient aux nombreuses autres embarcations, se jetant à la mer à l'heure de l'épopée maritime du XVIe siècle, et mettaient en danger la vie de nombreux enfants et adolescents contraints à l'exil. Être un enfant pauvre portugais au moment de l'invasion des terres sud-américaines signifiait souvent partir pour un long voyage sans retour. 2. Les tours de couvent appelés Roda dos Expostos. Les Roda dos Expostos au Brésil datent du XVIIIe siècle, temps où il était courant de retrouver des nourrissons soit abandonnés, soit morts sur des chantiers, des terrains vagues, dans des coins insalubres de rues. Maria Luisa Marsilio, 1997, pages 57 à 58. Ces tours de couvent furent installés pour éviter aux nouveau-nés une mort certaine, tant les dangers étaient grands. Comme le dit Maria Luisa Marsilio, l'assistance et l'installation des Rodas au Brésil fut une façon d'éviter aux petits abandonnés dans les rues une mort certaine de froid ou de faim, et de les protéger des risques liés à la présence d'animaux errants, qui en dévoraient parfois quelques-uns trouvés sous un porche ou sur un pas de porte. Au cours de la période coloniale, les 3 premières Rodas furent installées à Rio de Janeiro, à Salvador de Bahia et à Recife. Au début de l'Empire brésilien, São Paulo, et quelques années plus tard d'autres villes, se dotèrent de telles installations. Ce phénomène d'abandonner les enfants était un principe, c'était presque une institution aussi ancienne que l'histoire de notre colonisation. João Alfredo Anjos, 1997 page 66 en témoigne dans son enquête sur la Roda dos Anjeitados, de l'État du Pernambouc, dont Recife est la capitale. Il explique que la pratique de l'abandon d'enfants dans cette région au nord-est du Brésil date du XVe siècle et qu'elle est liée, entre autres choses, à la miscégénation et à l'illégitimité des naissances, le tout étant accentué par le système économique esclavagiste. Ces enfants indésirables, souvent nés de pères colons donc blancs, et de mères esclaves donc noires ou indiennes, constituaient une honte pour leurs géniteurs et leurs familles. Le nombre d'enfants abandonnés au Brésil était considérable. Pays catholique, il existait alors des établissements dits de la miséricorde, richement dotés, capables de les recevoir, quelle que fût leur couleur de peau. Jean-Baptiste Montfalcon et Jean-François Terme, 1837, pages 149 à 150 degrés. Un pays où règne un certain despotisme et un catholicisme puritain, la couleur de peau n'avait paradoxalement aucune influence sur la considération due à l'homme. L'enfant était très facilement abandonné dans les établissements publics, comme aux portes des particuliers qui se sentaient obligés de conserver l'enfant et de l'élever avec leur famille. L'enfant bénéficiait toujours et automatiquement du statut d'homme libre, ce qui incitait et favorisait l'abandon des enfants d'esclaves. Ceux qui étaient placés dans les maisons de miséricorde étaient élevés avec grand soin. On leur enseignait un état,
et lorsqu'ils atteignaient leur majorité ou lorsqu'ils se mariaient, on leur donnait une dot de 200 000 res, belle somme pour l'époque. Le jour de la fête de Sainte Élisabeth, les portes des maisons de miséricorde s'ouvraient. Les jeunes filles et les jeunes garçons, exhibés les uns devant les autres, tentaient alors de trouver mari et femme et de bénéficier ainsi de la dot. Mais malgré ces facilités, l'infanticide demeurait une pratique fréquente. Presque tous les jours on retrouvait des enfants morts dans les rues ou dans les marais dont les grandes villes étaient entourées. L'abandon autour des couvents présentait deux avantages: garder l'anonymat et éviter l'infanticide. Installée dans les murs des églises, la roda consistait en une petite armoire de bois de forme cylindrique, pivotant sur un axe central et reliée à une cloche. Pour abandonner le nourrisson, il suffisait que la personne le dépose sur le plateau au centre du tour, fasse sonner la cloche en faisant pivoter l'ensemble. L'enfant passait de l'extérieur vers l'intérieur du couvent, allant donc de la rue au cloître. Au Moyen Âge, ces tours mécaniques furent à l'origine utilisées en Europe par les moines des monastères qui s'en servaient pour se ravitailler et ensuite pour envoyer ou recevoir des messages et des objets nécessaires à toute la communauté religieuse. Le tour permettait des contacts avec l'ordre religieux cloîtré derrière ses murs, sans que ce contact n'enfreigne la règle de l'isolement. Maria Luisa Marsilio, 1997, page 55-72. Dès que sonnait la cloche, un gardien ou un surveillant, souvent la sœur tourière ou la dame de tour, récupérait le nourrisson abandonné sur le plateau. La personne qui abandonnait son enfant laissait souvent auprès du bébé tout un ensemble d'objets personnels, et un billet portant le nom de l'enfant et quelques mots sur son état de santé. À propos des signes retrouvés près ou sur des enfants abandonnés, épinglés à leurs vêtements ou mis autour de leur cou, Arlette Farge 2005 page 33 nous rapporte une situation similaire à celle rencontrée au Brésil au XXe siècle, mais dans le Paris du XVIIIe siècle. J'ai pu voir que sont gardés tous les petits billets portés par les enfants qui étaient trouvés dans la rue ou abandonnés sous un portail ou près d'une église. Les parents n'avaient pas assez d'argent pour s'en occuper, et ils les laissaient mais pas sans précaution parce qu'ils notaient sur un petit billet, agrafé sur le maillot de l'enfant, les soins qu'il faudrait lui donner. Une mère, par exemple, explique qu'elle est obligée d'abandonner son petit âgé de 2 mois, mais précise qu'il a l'habitude de boire à 4 heures, qu'il faut le caresser de telle façon, qu'il a une petite fossette au menton et qu'elle serait contente de pouvoir le retrouver plus tard. Ces informations, comme des paroles intimes, étaient une aide utile à l'institution religieuse qui rapidement procédait au baptême de l'enfant afin de sauver son âme de bon chrétien. L'institution commençait alors à prendre soin de lui, et ceci jusqu'à son placement en nourrice pour les plus chanceux, dans l'attente de l'adoption pour la plupart des autres. L'institutionnalisation de l'abandon de l'enfant au Brésil colonial est plus particulièrement décrite par Severina Ilza do Nascimento, 2007, pages 145 à 149, qui, évoquant Recife, utilise l'expression roda dos expostos pour désigner le lieu d'abandon. Ces rodas furent institutionnalisés afin de prévenir l'importante mortalité infantile de l'époque tant le taux d'infanticide préoccupait la société tout entière. Ce phénomène social de sensibilisation menait à un changement d'état d'esprit et au développement d'une pensée nouvelle concernant l'enfance défavorisée. Mais l'auteur pense que, loin de protéger leur vie, ce nouveau dispositif caritatif mis en place se substituait à l'acte infanticide barbare en le remplaçant par la pratique d'un infanticide plus civilisé. L'horreur provoquée par le spectacle des petits corps dévorés, mutilés par des animaux errants comme des chiens et des porcs en liberté dans les rues d'Olinda et de Recife, motivait la création d'un appareil d'assistance. Quelle ville peut se permettre de vivre en ignorant la mort des enfants, alors qu'elle autorise la libre circulation des lépreux dans les rues? Certaines sociétés pratiquaient l'infanticide comme gestion de la descendance. Cette pratique intervenait dans la régulation des naissances, autorisait une sélection des individus, et aidait à l'élimination de ceux qui étaient mal formés, allant jusqu'à permettre de moduler dans une fratrie la fréquence d'un sexe particulier. Suzanne Lallemand 2004 page 11. Au temps du Brésil colonial, l'abandon des enfants dans les rodas s'apparentait parfois à un acte d'amour. Le parent abusé, souvent la mère, souhaitait par ce geste que son enfant soit recueilli et espérait ainsi qu'il ait de meilleures chances de vivre et d'échapper aux conditions difficiles d'une société esclavagiste profondément inégale.
Cette société se fondait sur la morale chrétienne, qui ne reconnaissait comme fils et filles légitimes que les enfants issus des mariages religieusement célébrés. Alors l'acte d'exposer son enfant ne signifiait plus tant rejet qu'affection, préoccupation. Severina Ilza do Nascimento 2007 page 143. Pour la société coloniale de cette époque, la problématique morale des rodas des expostos contribuait à générer des opinions antagonistes. L'institutionnalisation de la prise en charge des enfants abandonnés au tourniquet des maisons de miséricorde, fondée sur les prétextes fallacieux de protéger l'honneur d'une famille ou d'un patriarche et de préparer l'avenir de tous ces enfants naturels, paraissait un bienfait pour certains et un malheur pour d'autres. Il est certain que l'institutionnalisation de l'abandon favorisait des pratiques de transgression sexuelle. Les rodas des expostos permettaient de porter secours à l'enfant naturel certes, mais permettaient tout autant le développement de pratiques et de comportements illégitimes et institutionnalisés. Irma Rizzini 1993. Nous voyons dans cette conception de l'enfant bien ou mal né, la façon dont la société brésilienne, comme beaucoup d'autres, tentait de répondre aux questions que pose l'inexorable évolution des mœurs et des situations, dans un monde en évolution. Ainsi Marie-France Morel, 2000 page 62, distingue deux concepts qui se suivent et se superposent dans la construction sociétale de référence à l'enfant. Le Brésil semble représentatif de l'assemblage de ces deux concepts que sont l'enfant maillon, don de la terre-mère, et l'enfant, don de Dieu, que cet auteur théorise. Dans le premier, le petit enfant qui naît est d'abord un don de la terre-mère, la grande nourricière porteuse de graines d'enfant. Cette conception donnait à l'individu en lui-même peu d'importance. Il ne représentait qu'un maillon dans la vaste chaîne des humains. Un maillon qui assurait la continuité de l'espèce. Les croyances accompagnaient cette assurance que l'enfant était une graine, et jusqu'au XIXe siècle, la femme pouvait suivre des rituels de fécondité pour s'assurer des naissances nombreuses. Mal individualisé à la naissance, l'enfant apparaissait comme le remplaçant d'un ancêtre qui venait de disparaître. Il était un lien entre les vivants et les morts, un passeur privilégié mais très exposé entre ces deux mondes. Ce n'était pas sa survie en tant que telle qui était importante, mais la succession des générations qu'il devait assurer. Ce sens de la lignée, cette attente de l'héritier, mâle de préférence, s'il se retrouvait dans tous les milieux de la société, était plus important pour les classes sociales aisées qui tenaient à ce que le nom de famille, véritable capital matériel et symbolique, ne se perdît pas. Le petit enfant appartenait d'abord à la lignée de ses ancêtres, avant que d'être l'enfant de ses géniteurs. On voit bien là la difficulté que pouvait représenter un enfant né hors mariage, d'une union hors lignée pour une famille importante de grands fazendeiros. À ce premier concept de gardien et de passeur de la lignée familiale est venu se superposer le second concept instruit par les sociétés catholiques, que Marie-France Morel nomme l'enfant don de Dieu. En effet, le christianisme modifiait la conception de l'enfant maillon en l'intronisant enfant don de Dieu, épreuve de son amour. Les familles étaient bénies par Dieu si de nombreux enfants venaient à leur être accordés, donnés et parfois repris par Dieu. D'origine divine, l'enfant nouveau-né devait être respecté, protégé et élevé comme enfant de Dieu. Marie-France Morel, 2000 page 63. La société condamnait alors toutes les pratiques conduisant au refus de la vie, que peuvent représenter pour certains la contraception, l'avortement, l'infanticide ou l'abandon. Une condamnation toute de façade puisque ces pratiques continuaient dans la clandestinité et le secret des consciences. Deux conceptions de l'enfant se développèrent alors, l'enfant péché et l'enfant Jésus. Dans le premier cas, l'enfant était corrompu et inspirait la méfiance et par conséquent seule une éducation rigoriste pouvait faire de lui un bon chrétien et éliminer ses instincts mauvais. Et l'enfant abandonné se retrouvait dans la rue. Dans le second cas, l'enfant était sacralisé, devenait intercesseur entre les hommes et Dieu, demandait une éducation empreinte de grandes précautions qui exigeait la préservation de son innocence. Marie-France Morel, 2000 pages 64 à 65. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.